Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, mais je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en Belgique à Bruxelles, où le diable a dû prendre les jambes à son cou. Au milieu du XVIIe siècle, il y avait à Bruxelles, dans une espèce de cul-de-sac de la rue Notre-Dame du Sommeil, qu'on appelle encore le coin du diable, une petite maison de simple apparence dont le propriétaire était un architecte estimé. Son histoire nous a été conservée dans une grande leçon. Cet architecte s'appelait Maître Olivier. Il avait gagné par d'heureuses affaires une fortune modeste lorsqu'il se chargea de construire le pont et la grande écluse qui croisent la Seine à son entrée à Bruxelles entre les portes de Halle et d'Anderlecht. Il avait cru trouver là un terrain solide, mais il lui fallut faire des dépenses imprévues pour affermir les fondations sur un sol marécageux et mouvant. Toutefois, la première pierre fut posée le 28 avril 1658, comme le constate une inscription que les réparations faites il y a peu de temps ont découverte et qui porte le nom de Van Hecke, de Bruyn et Bassery, officier de la ville présent à cette cérémonie. Maître Olivier suivit ses travaux avec courage. Bientôt tout ce qu'il possédait il vit dévoré. Il reconnut qu'il s'était trompé grandement. Son entreprise était à peine élevée d'un tiers qu'il se vit obligé de la suspendre, n'ayant plus de quoi faire la paix de ses ouvriers. Cette pensée l'accabla. Il allait être déshonoré. La ville pouvait le poursuivre. Ceux qui l'avaient employé attendaient leur pain. Il alla frapper à la porte de ses amis et leur demandant du secours pour quelques mois. Mais ceux qui lui avaient offert leur bourse, lorsqu'ils savaient bien qu'ils ne l'accepteraient pas, la fermèrent sous honnête prétexte et il s'en revint désenchanté de l'amitié. Il s'enferma seul pour réfléchir au parti qu'il avait à prendre. Aucun moyen satisfaisant ne se présenta à sa pensée. Tous ceux sûrs qu'il avait cru pouvoir compter l'abandonnaient. Il ne trouva d'affection réelle que dans une jeune veuve qu'il devait épouser et qui lui offrit ce qu'elle possédait, mais ses ressources n'étaient pas suffisantes. La détresse reparut bientôt. Il regagnait un soir son logis, désespéré, ne sachant s'il ne devait pas fuir pour éviter sa honte du lendemain. La nuit commençait, elle s'annonçait sombre et triste, le vent hurlait et la pluie tombait par torrents. En entrant chez lui, on lui annonça qu'un homme l'attendait. Il monta surpris et empressé. Il vit assis dans sa chambre auprès du feu un inconnu habillé de vert. Je vous rappelle que le vert est la couleur de l'occulte. « Vous êtes dans l'embarras » lui dit brusquement cet homme. « Qui vous l'a dit » s'écria Olivier. « Vos amis, vous n'avez pas lieu de vous louer des hommes. Si personne ne vient à votre secours, demain vous êtes perdus. »« Je le sais, dit Olivier, et je n'ose vous demander le motif qui vous amène. » Il se fit un silence. La lumière que la servante de l'entrepreneur avait allumée jetait une lueur pâle, mais les yeux de l'inconnu flamboyaient. Sa figure était rude, un sourire dont il s'efforçait de dissimuler l'amertume dilatait pour instant ses lèvres minces. Après qu'il eut fixé quelques minutes l'architecte palpitant, lui dit « Je m'intéresse à vous.
Olivier tressaillit. Il voulait prendre la main de celui qu'il appelait déjà son salut. Le gros homme l'évita et retira promptement cette main qui recouvrait un grand noir. « Point de démonstration, dit-il. Je prête un intérêt. »« N'importe, dit Olivier, mon sang, ma vie, tout est à vous. » Un éclair plus vif jaillit des yeux de l'étranger. « De quelle somme avez-vous besoin ? » « Je crois que nous nous entendrons, dit-il. »« Oh, pour le moment, peu de choses, dit l'architecte. Mais si vous voulez me sauver l'honneur, il faut que j'achève mon entreprise et 100 000 florins. Vous les aurez, si mes conditions me conviennent. J'y souscris sans les connaître. C'est le ciel qui vous envoie. » « Non, pas le ciel, dit l'homme vert, en fronçant les sourcils, mais vous ne pouvez vous engager sans savoir de ce que vous faites. Je suis venu de loin pour vous voir, j'apprécie vos talents, il faut que vous soyez à moi. » Olivier dit « À la vie, à la mort !»« Entendons-nous bien, dit l'inconnu, je vous donne 10 ans. Au bout de ce terme, vous me suivrez. Je vous emmènerai où je voudrais. Je serai le maître. Vous serez à moi. » L'entrepreneur surpris, sans pouvoir se rendre compte du sentiment qu'il éprouvait et redoutant de comprendre ce qu'il commençait à soupçonner, regardait son hôte avec inquiétude. Son cœur battit avec violence lorsqu'il vit l'étranger tirer de son portefeuille 100 000 florins en mandat à vue sur les premières maisons de Bruxelles. « Songez que sans moi vous alliez mourir, dit-il. Signez donc cet engagement. » Il présentait en même temps une feuille de parchemin et de sa main droite, il tenait une plume d'or. « Excusez-moi, dit enfin l'architecte interdit. Cette scène me confond. Que du moins je sache à qui je me dois. Que voulez-vous ? Importe qui je suis. Je vous laisse 10 ans dans votre pays. Je vous le répète, je tiens à vous, je ne veux pas me nommer encore. Mais vous allez reprendre demain votre crédit. Une jeune épouse vous attend. Vous hésitez. Les 100 000 florins ne vous suffisent-ils pas ? Voici un demi-million. » Olivier, dans le délire, ne se posséda plus à la vue de tant d'argent qui le rendait riche et glorieux. Il saisit les 2 mains de l'inconnu, les baisa sans que celui-ci ôtât ses gants, prit brusquement la plume d'or et signa l'engagement de suivre dans 10 ans celui qui l'avait acheté. Quand il eut fini, l'homme vert plia le parchemin, le mit dans son portefeuille et sortit en disant « Adieu! Dans 10 ans, à pareil jour, vous serez prêt. » Olivier répondit « Je serai prêt, comme convenu. » On pense bien qu'après de semblables événements, Olivier ne put dormir. Il passa la nuit à méditer devant son demi-million. Le lendemain, il fit sa paye et satisfit à tous ses engagements. Il publia qu'il n'avait voulu qu'éprouver ses amis. Il doubla ses ouvriers. On le combla d'honnêteté et de politesse. Il n'oublia pas sa jeune veuve. La fortune ne le rendit pas inconstant. Il épousa celle qui lui avait prouvé qu'elle l'aimait. Mais il ne confia jamais sa bonne fortune à personne. Il écartait d'abord autant qu'il le pouvait les pensées sinistres qui venaient l'inquiéter. Il eut des enfants, ses entreprises prospèrent, la fortune lui rendit des amis et il sembla vivre joyeusement à Bruxelles. Seulement on était surpris de le voir toujours pâle et préoccupé.
il s'était bâti entre la porte de Flandre et la porte du rivage une petite maison de plaisance où il cherchait à s'étourdir dans les parties de plaisir. Il écartait d'abord, autant qu'il le pouvait, ses pensées sinistres qui venaient l'inquiéter. Il eut des enfants, ses entreprises prospérèrent, la fortune lui rendit les amis, il sembla vivre joyeusement à Bruxelles. Seulement, on était surpris de le voir toujours pâle et préoccupé. Il s'était bâti entre la porte de Flandre et la porte du rivage, une petite maison de plaisance où il cherchait à s'étourdir dans les parties de plaisir en se rend encore par la rue du Champ des Grenouilles à cette maison qu'on appelle la maison du diable. Pendant 9 ans, Olivier vécut ainsi, mais lorsqu'il vit approcher l'instant où il devait tout quitter pour suivre l'inconnu, son cœur commença à se troubler. Des frayeurs cruelles s'emparèrent de lui. Il maigrissait et ne dormait plus. En vain, sa femme qu'il aimait cherchait à pénétrer dans les replis de son cœur. Le secret qu'il tenait renfermé était inaccessible. Les caresses de ses enfants lui faisaient mal. On le voyait pleurer. Et 2 fois sa femme avait remarqué qu'il ne passait jamais qu'en tremblant sur le pont de la grande écluse qu'il avait construit, quand parfois leur promenade se dirigeait de la porte de Halle à la porte d'Anderlecht. Enfin, le jour fatal approcha où l'étranger devait venir exiger l'accomplissement du marché qu'il avait fait. Olivier invita à souper ses amis, ses parents, ceux de sa femme. Cette dame, ne sachant comment relever le cœur de son mari, s'avisa, sans rien dire, d'engager à ce festin le bon vieillard Jean van Nuffel, chanoine de Sainte-Gudule, son confesseur, en qui Olivier avait confiance. Quoique depuis 10 ans il ne fit plus ses devoirs de catholique, ce qui était causé par une circonstance singulière. Il ne pouvait entrer dans une église sans y être étouffé et s'y trouver mal. Le digne prêtre avait longuement réfléchi à la conduite de l'architecte, en tirant les inductions qu'il ne manifesta pas, mais qui l'engagèrent à une précaution dont il connut bientôt la sagesse. Il y avait 1 heure qu'on était à table. Olivier, dont la pâleur était effrayante, s'efforçait vainement de reprendre courage dans quelques verres d'excellent vin. Il avait bu énormément et ses idées ne se troublaient pas. Il entendit sonner 9 heures. C'était le moment où l'inconnu l'avait quitté. Il y avait plus de 10 ans. Avec un mouvement convulsif et dans une sorte d'angoisse, il voulut boire encore. En trouvant des bouteilles vides, il envoya sa servante à la cave en lui recommandant d'apporter de son meilleur vin. La servante prit une chandelle et se hâta d'obéir, mais lorsqu'elle fut descendue, elle aperçut, assis sur la dernière marche, un gros homme à figure sombre, vêtu de velours vert. Elle recula effrayée et lui demanda ce qu'il cherchait. « Allez dire à votre maître que je l'attends !» La servante remonta au plus vite et fit sa commission d'une voix troublée. L'architecte acheva de perdre contenance. Voyant qu'il n'avait plus à différer, il céda enfin aux instances de sa femme. Il conta son aventure et se livra au désespoir. Sa femme, ses enfants, ses amis frémissaient bouleversés.
La femme d'Olivier était aux genoux du bon chanoine et les enfants qui comprenaient qu'ils allaient perdre leur père lui baisaient la main. Olivier, qu'un rayon d'espérance rattachait déjà à la vie, s'était un peu ranimé. La servante fit un effort de courage et elle a crié à l'inconnu qu'on l'attendait dans la salle. Il y parut à l'instant, marchant d'un air ferme et digne, et tenant à la main l'engagement signé par Olivier, un sourire indéfinissable, épanouissant, sur sa bouche et dans ses yeux. « Vous ne pensiez peut-être pas me trouver ici ?» dit-il à l'homme vert. « Vous savez que j'ai sur vous quelques pouvoirs, surtout un chanoine. J'en sais quelque chose. » L'inconnu baissa les yeux et parut mal à son aise, mais le vieux prêtre, élevant une mesure pleine de grains de millet, reprit. « Je ne vous demande qu'une faveur. Accordez-nous quelques instants. Jurez que vous laisserez Olivier en paix jusqu'à ce que vous ayez ramassé, grain à grain, tout le millet qu'il y a dans cette mesure. »« J'y consens !» répondit l'homme vert, après un moment de silence. « Jure-le-moi par Dieu, vivant !» dit le chanoine en commençant de verser les grains sur le plancher. L'inconnu les recueillait avec une agilité effrayante. Il frissonna et dit d'une voix sourde « Je le jure !» Alors Jean Van Nuffel ayant fait un signe, un enfant de cœur s'approcha avec un bénitier. Il versa ce qu'il restait de la mesure dans l'eau bénite. L'homme vert n'y eut pas plutôt mis le doigt qu'il poussa un hurlement et disparut. Ainsi l'architecte fut sauvé, les amis. Mais depuis, le pont de la Grande Écluse, entre les ports de Halle et d'Anderlecht, s'est toujours appelé le pont du diable. Bonne soirée, à bientôt, au revoir.